Enregistrement. Donc, c'est parti. On se présente. Donc, je suis Rose Bonheur de l'association Culture Égalité et je suis aussi responsable de l'axe que nous avons appelé CAIFOM, dont on va vous parler tout à l'heure. Georges. Oui, Georges Arnaud, je suis une membre fondatrice de Culture Égalité, une membre, hein, on était plus cinq femmes à fonder Culture Égalité il y a en 2013. Voilà, et puis je suis membre du comité exécutif de l'association, comme Rose aussi, qui est membre de la commission exécutive de l'association. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation à participer à cette audition qui est organisée par le groupe de la France Insoumise dans le cadre de sa commission d'enquête sur la gestion de crise. Nous souhaitions avoir des retours de différents types d'acteurs et d'actrices de terrain, des scientifiques, des chercheurs, des syndicalistes, mais aussi des membres d'associations au plus près des réalités, de la manière dont ça se passe et en capacité de transmettre, d'alerter, d'interpeller les élus que nous sommes sur les situations concrètes vécues par les habitants et les habitantes et sur les solutions préconisées et proposées à partir de ces expériences. Donc, merci encore à vous. Je vais vous laisser la parole chacune pour faire un état des lieux de la situation, de comment ça s'est passé, comment ça se passe maintenant et qu'est-ce qui est prévu dans les prochains jours, les prochaines semaines et surtout vos alertes, vos préconisations, des mesures à prendre, à anticiper, à préparer pour que la situation sanitaire, mais aussi sociale, économique, globale, en fait, des territoires, de vos territoires et des populations se gère et s'organise au mieux. Je ne sais pas à laquelle veut commencer. Je vous laisse la parole. À vous. Ben, il me paraît quand même essentiel de présenter l'association avant, parce qu'on n'a pas du tout présenté. Et nous allons passer ensuite aux choses, à l'action présente hein, du Covid-19. Voilà, alors l'association Culture et Égalité, c'est une association féministe martiniquaise qui a été fondée en 2013 avec cinq femmes. Donc, nous avons voulu cette association parce qu'en Martinique, il n'y avait qu'une seule association féministe. Et vu les problématiques qu'il y a, nous pensons que la Martinique peut avoir plusieurs associations féministes. Donc, cette association a plusieurs axes, hein, c'est-à-dire la question des… nous occupons aussi, comme Rose Bonheur le dit, nous avons un dispositif qui s'appelle CAIFOM, elle va le présenter plus longuement après. Nous intervenons aussi dans le cadre de la formation, c'est-à-dire ce que nous souhaitons, c'est former les personnes adultes, les cadres de cette société parce qu'on nous demande d'intervenir beaucoup aussi dans les établissements scolaires, mais c'est important d'amener les gens à une conscientisation, ceux qui mettent en place des politiques publiques sur la question des femmes, de l'égalité homme-femme, sur la question des violences et sur toute la question des discriminations envers les femmes. Donc la partie conscientisation est importante pour nous et aussi la conscientisation non seulement des cadres, mais aussi de la population. C'est pour ça que nous avons un axe qui s'appelle conscientisation, aller dans les quartiers, aller dans les communes et faire des petits groupes de femmes pour les amener dans la question de la prévention, à prendre conscience de ce que c'est que ces inégalités, comment elles se construisent, les amener à les déconstruire pour qu'on puisse poser les bases de cette société que nous voulons. Donc, nous avons aussi un axe matrimoine qui est la question de la place des femmes dans notre société. Quelles sont ces femmes qui ont quand même, dont on ne parle pas, et qui ont fait notre société, qui ont posé les bases de l'égalité, posé les bases de la justice sociale. Donc, nous avons commencé par Suzanne Roussy-Césaire. Nous avons un petit film sur Suzanne Roussy-Césaire. Et nous avons aussi un petit livre que nous appelons Rebelles et marronnes. Et on a fait ressortir toutes les femmes rebelles et marronnes pendant l'esclavage, qui a eu beaucoup de succès. Nous avons une petite vidéo qu'on pourra vous envoyer un de ces jours, qui est très intéressante. Donc, nous voyons un peu les choses de façon très globale, pas seulement sur la question des violences, pas seulement sur la question de l'égalité stricte, mais nous sommes aussi une association intersectionnelle parce que nous luttons aussi pour la justice sociale, nous participons à des actions quand il y a des grèves, quand des femmes sont en grève, et aussi nous travaillons beaucoup avec les femmes migrantes
avec les femmes migrantes. Donc, on aura l'occasion d'en parler, surtout celles qui sont sans papier. C'est un petit peu la base, enfin, de notre association. Donc, ça fait beaucoup d'axes. Voilà, je voulais quand même poser ce cadre-là. Et comment nous sommes arrivés aussi à être dans cette dynamique du Covid-19. Voilà. Rose. Voilà. Donc, voilà, plus précisément, l'axe CAIFOM qui va nous emmener vers effectivement les actions que nous avons menées que nous menons toujours pendant le confinement. Donc, cet axe, ça dit qu'en 2017, ça dit que de façon individuelle, des femmes nous interpellaient. Bon, Georges, c'est quelqu'un qui est connu en Martinique pour son militantisme auprès des femmes. Donc, les gens l'interpellaient individuellement parce qu'elles avaient des soucis particuliers en termes de violence ou autres axes. Nous aussi, enfin moi aussi, enfin bref, un certain nombre de personnes nous interpellaient. Donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire qu'on puisse mettre en place cet axe que nous avons appelé CAIFOM. Donc, pour ceux qui prennent le créole, ça veut dire chez les femmes. Elles sont chez elles quand elles sont là. Donc, CAIFOM, c'est un axe que nous avons pensé important parce que ça permet aux femmes d'avoir un lieu où elles peuvent venir en toute liberté pour échanger avec nous, pour se confier, pour chercher des solutions sur leurs droits, parce qu'il s'agit aussi de ça, et puis aussi simplement pour parler des problèmes, être écouté. Donc cet espace-là existe depuis 2017, effectivement. Nous l'organisons au fur et à mesure de nos moyens. Donc nous avons actuellement, donc les écoutants, les femmes qui sont pour les accueillir, ce sont des militantes même qui sont formées au fur et à mesure à l'écoute et aussi à connaître le réseau qui existe en Martinique pour l'accompagnement des femmes. Et puis nous avons aussi au niveau de l'association 2 avocates et une psychologue. Selon les problématiques que rencontrent les femmes, donc elles sont orientées, prises en charge par ces femmes-là. Mais ce qu'il faut retenir dans cet axe-là, c'est que nous voulons amener les femmes justement quand elles ont posé leur paquet, et qu'elles puissent se ressaisir, se refaire et vraiment se mettre dans une dynamique de sortir de cette situation de victime et devenir des citoyennes qui peuvent s'engager aussi. Donc, c'est cet axe-là. Et c'est pour ça que nous sommes dans un projet de mise en place d'ateliers qui pourront leur permettre justement d'expulser en fait tout ce qui les empêche d'avancer et d'avoir justement à acquérir justement des éléments de la force, de la stratégie pour qu'elles puissent avancer. Donc, nous sommes dans ce projet d'atelier que le Covid nous fait ralentir, mais enfin, on y arrivera. Ce projet-là est en cours et en bonne voie. Donc, c'est vrai que pendant le Covid, nous continuons à recevoir des appels des femmes. Donc, nous avons mis en place une organisation. Pendant le confinement. Pendant le confinement, oui, le confinement. Nous continuons à recevoir les appels des femmes. Des fois, elles ne peuvent pas appeler, donc elles nous envoient des messages par WhatsApp ou autre, parce que c'est compliqué. Et ce qu'on peut retenir, effectivement, c'est que les choses s'aggravent pendant le confinement. C'est clair, les choses s'aggravent, les situations s'aggravent. Elles ont la pression qui est de plus en plus forte. D'être toujours là avec le conjoint, le compagnon, fait qu'elles ne peuvent pas interpeller les associations, que c'est compliqué pour elles. Voilà, c'est un peu toute cette problématique que nous vivons là depuis que nous sommes en confinement et qui a amené à mettre en lumière des problèmes qui sont encore des problèmes de société encore plus graves, la misère dans lesquelles sont beaucoup de femmes dans notre pays. Voilà, c'était juste pour proposer pour présenter CAIFOM, mais voilà. Donc, est-ce que vous pouvez du coup expliquer un peu comment ça s'est passé depuis le début de l'épidémie? Je sais que la situation en Martinique est relativement, et sur d'autres, en Guadeloupe aussi, alors il y a le Mayotte et la Réunion, c'est un peu plus compliqué, mais dans les Antilles, ça semble globalement contrôlé et assez maîtrisé. Il y a peu de cas et peu de morts.
La situation est quand même celle d'un confinement, de restrictions. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ça se passe, comment ça a été préparé, comment vous avez pu être préparé en tant qu'association et du coup, comment vous arrivez à maintenir le lien en période de confinement et comment vous envisagez un peu la suite, en fait, le déconfinement et les besoins surtout qui sont les vôtres dans la perspective. Oui, si je peux répondre, la question du confinement, ça a été assez brutal pour nous, hein, puisque nous sommes territoire français, donc on a été mis en confinement tout de suite en même temps que la France. Et c'est vrai que ça a protégé les personnes de la Martinique. Cette première partie du confinement a été quand même assez bien suivie. Ce que nous voulons dire, par contre, c'est que n'a pas été vu tout de suite les conséquences, mais brutales, qui étaient là. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu confinement, eh ben, il fallait penser pauvreté tout de suite et manque de ressources. Parce que nous sommes dans un pays avec un taux de plus de 30% de foyers monoparentaux. On a un taux de chômage des femmes qui est très important. Si je ne me trompe, hein, Rose, hein, sur 100 chômeurs, et nous avons 60 femmes qui sont chômeuses, sinon plus. Et nous avons aussi une grande précarité des femmes. Le travail des femmes, les femmes sont en majorité dans la précarité et aussi dans les formels. Et quand on dit confinement, mais les formels disparaissent complètement. Donc là, je crois que personne, et même jusqu'ici, j'ai l'impression que personne n'a tenu compte de ça. On n'en a pas entendu parler. Alors, bien rapidement, avec le ministère et des droits des femmes, on a mis en place ce qu'il fallait pour les violences. On va en reparler aussi, puisque ce n'est pas évident dans un petit pays comme le nôtre d'aller parler de la violence à un pharmacien ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas toujours évident. Mais il y a une population, une partie de la population qui a payé plein pot et ce confinement, c'est-à-dire les femmes. Parce qu'elles sont dans les formels, comme je vous dis, elles sont dans des jobs, parce qu'il y en a qui font des jobs pour clôturer les fins de mois, et elles ont été en chômage très très rapidement, à temps partiel quand ça a marché, quand elles étaient déclarées, mais beaucoup de gens ne sont pas déclarés. Donc, nous nous sommes retrouvés en face d'une pauvreté rapide en Martinique et autour de nous. Donc, très rapidement, nous, l'association Culture Égalité, nous sommes des féministes et nous savons que quand une femme n'a pas de quoi manger, quand une femme n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants, elle ne peut rien entendre comme autre discours. L'autonomie des femmes, c'est la première chose. Pouvoir nourrir sa famille, c'est déjà la première chose. Déjà, en temps normal, c'est galère pour elle. Et là, c'était terrible. Alors, très rapidement, nous avons mis en place un pot solidaire, vous savez, les crowdfunding, là, pour avoir un peu d'argent, mais une initiative de l'association, hein. Et nous avons ouvert le 18 mars ce crowdfunding et nous avons eu 600 € le lendemain. Et nous avons commencé tout de suite avec 10 femmes, et ceci avec une association qu'on remercie parce que c'est elle qui nous a aussi boosté pour commencer ce panier solidaire. Nous avons commencé avec le NI, le mouvement du NI, la section Martinique. Alors, nous avons bien entendu eu une bonne partie de femmes qui sont mises en prostitution, qui sont dans un quartier bien précis de Fort-de-France. Nous avons eu aussi beaucoup de femmes migrantes, sans papier, mais qu'on connaissait déjà, parce qu'elles suivent avec nous et avec le NI ce que nous appelons le cours de français langue étrangère. Et là, on s'est rendu très rapidement, on est passé de 10, 20, 30 et aujourd'hui à 60 paniers. Et jusqu'ici, nous n'avons eu aide de qui pour faire ça. Donc, on est une petite association de 50 adhérentes. On a eu l'aide d'un club service, les Souro-Optimistes. Nous avons eu l'aide et puis notre pot solidaire. Et nous avons des promesses qui est celle de la Fondation des femmes
Et voilà tout ce que nous avons obtenu pour faire ce pot solidaire. Mais aussi, nous avons des entreprises qui nous ont donné, par exemple, 1 000 euros, 1 200, des sommes de ce genre, et un bus pour faire la distribution. Mais autrement, nous avons pris en charge nous-mêmes cette distribution. La télé officielle de la Martinique, la télé publique Martinique Première, ne nous a jamais donné la parole sur cette distribution pour faire appel à des dons. Aucune télé. Et là, nous n'avons jamais vu non plus d'émission où on parlait véritablement de cette pauvreté. Et cette pauvreté, madame, qui va durer longtemps, qui va durer encore longtemps. Et c'est ça notre grosse question actuellement. Et bon, bien entendu, on a des propositions. Mais les femmes, et qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? Nous sommes allés sur le terrain. J'y suis allée parce que nous sommes des militantes de terrain. Nous ne sommes pas des militantes, nous n'avons pas de salariés. Et puis nous, on est sur le terrain, on porte les paniers, on fait tout. Eh ben, des femmes avec des enfants, une moyenne de 3 enfants, mais qui n'ont rien. Qui attendaient ces paniers comme le Messie, quoi. Parce que même, et là je vais laisser la parole à Rose sur la question des CCAS, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu une prise en charge véritable des CCAS, c'est-à-dire des commissions d'action sociale des municipalités, dans cette direction. Et il n'y a pas eu non plus j'insiste pour le dire, nous avons eu un article sur le journal officiel. Je n'ai pas, à Culture Égalité, la question de la pauvreté, et même pour le gouvernement français, nous n'avons pas entendu des missions et d'actions spécifiques sur cette question de la pauvreté, de la précarité dans laquelle les femmes tombaient automatiquement avec cette pandémie. Voilà un petit peu, et comme ça, et là maintenant, nous nous retrouvons avec 60 femmes à suivre. Alors chaque fois, il y a Rose qui envoie un petit papier pour dire, bon, voilà, et on se dit, bon, ça c'est de l'action du CCAS, mais on ne peut pas refuser certaines femmes. Mais là, on va arrêter parce que nous n'avons plus les moyens de suivre plus de femmes. Et on s'est dit qu'on va continuer jusqu'au 11 juin si nous arrivons à avoir, on a une promesse de don de la Fondation des femmes, mais on a l'impression d'être assez seul dans cette histoire. Et avec les associations, c'est-à-dire les Soroptimistes qui nous ont donné des fonds et qui portent beaucoup avec les partenaires qu'elles ont, les chefs d'entreprise, les femmes de chefs d'entreprise et tout, on a eu beaucoup de dons. Mais là, maintenant, il s'agit de s'asseoir et pour interpeller les pouvoirs publics sur cette question. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Comment on va traiter cette question de la pauvreté des femmes et comment on va traiter la question du chômage des femmes aussi, et que cette question devienne quelque chose d'essentiel. Et aussi, on posera la question, et on l'a posé le 1er mai sur nos panneaux, de la revalorisation du travail des femmes. La revalorisation du travail des femmes, parce que nous avons vu, comme en France, ce sont les femmes qui étaient en première ligne, et chez nous, à l'hôpital du CHU, on les a vues, c'est vraiment ça. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire déjà. Et je laisserai Rose sur la question du CCAS et sur la question des violences, comment ça a été, les problèmes qui se posent pour nous sur la question de la prise en charge des femmes victimes de violences. Oui, bon, je ne vais pas m'étendre sur la question des CCAS parce que je ne les ai pas tous sollicités, donc je ne peux pas faire une… Oui, bien sûr. Je ne peux pas faire une notion commune, une généralité, puisqu'il y en a qui, avec les moyens… Vous savez, ça a changé aussi, c'est-à-dire que les CCAS étaient… nous avons maintenant la CTM, et le CCAS, avant la CTM, la mise en place de la CTM, gérait les fonds des CCAS. Bon, maintenant, c'est la CTM qui donne les fonds. Donc, moi, je sais qu'il y a aussi une problématique par rapport à ça que je n'ai pas étudiée, donc je ne vais pas trop m'y étendre. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que dans un problème comme le problème qui se pose à cause du confinement que Georges a tracé, c'est-à-dire le fait que brutalement les personnes perdent leur emploi, leur job, ils se retrouvent dans de la pauvreté, mais ça on parle des femmes parce que nous nous intéressons aux femmes, mais j'ai envie de dire qu'il y a une grande part de la population qui est tombée brutalement dans une pauvreté et qu'il me semble que face à ça, à part, c'est vrai qu'on entend
ce que met en place l'axe social de la CTM, mais on n'a pas l'impression effectivement que les choses, qu'on ait pris la mesure. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse aux personnes en situation de handicap, on s'intéresse aux personnes de façon spécifique, mais j'ai envie de dire toute cette frange de la population qui est tombée dans la pauvreté, on a l'impression qu'on les a un petit peu ignorés. Moi, je dis ça en m'appuyant sur le retour de terrain des copines de Culture Égalité, mais c'est parce qu'on est aussi en lien avec d'autres associations, Urgence Caraïbes, avec qui nous avons eu à échanger. C'est 300 familles à qui ils donnent des paniers, et 300 familles qui sont dans une extrême pauvreté et surtout qui sont isolées. Alors, il faut que vous sachiez que brutalement aussi, parce que Georges a parlé de la brutalité de la mise en confinement, que brutalement, nous n'avons pas eu de transport. Du jour au lendemain, on n'avait aucun transport. Ça veut dire que les personnes qui, tant bien mal, pouvaient aller acheter dans la petite boutique d'à côté des choses, mais en fait, aller dans certains services à Fort-de-France pour se procurer un petit peu des choses, ne peuvent même plus se déplacer. Donc, il y en a qui nous interpellent, non pas parce qu'elles ont des difficultés, de grosses difficultés financières, c'est qu'elles sont isolées et ne peuvent pas se déplacer pour aller faire leurs courses. Donc, il y a cette question du transport, et il faut savoir que le déconfinement commence lundi et qu'on n'a toujours pas la solution pour le transport. Hein. Ça, il n'y a pas de réponse concernant Martinique Transport. Il n'y a pas encore de réponse. Donc, jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce que ça va devenir. C'est un point très important et ça isole beaucoup les personnes, les femmes et les personnes de façon générale, les personnes en situation difficile. Donc, cette problématique de la pauvreté, c'est une problématique qui est importante, je pense, sur laquelle il faut qui a été mise en lumière, c'est-à-dire qu'elle existait déjà, cette pauvreté, mais on arrivait à survivre. Ce qu'il faut noter aussi, ça nous a renvoyé, nous, à certaines d'entre nous, à février 2009, pendant la grande grève générale qui a eu en Martinique, qui a eu cette solidarité, qui avait quand même, ça nous a un petit peu ramené à cette solidarité-là entre voisins et tout ça, et des voisins qui appellent pour des voisins qui sont dans des situations compliquées, mais on n'a pas cette réponse, j'ai envie de dire, d'État, on va dire comme ça, de façon générale, cette réponse par rapport à la prise en compte de ces personnes-là. Et ça, comme dit Georges, ça ne va pas s'arrêter avec ça va pas s'arrêter lundi. Ça ne va pas s'arrêter lundi. Les restaurants n'ouvront pas. Toutes ces femmes qui travaillent dans la restauration, qui avaient leur petit truc pour aller vendre près des écoles et tout ça ne va pas reprendre lundi. Vous voyez? Donc, nous, c'est ça qui nous interpelle et qui nous inquiète. Je voulais juste ajouter à la question de la solidarité voisin, mais avec le confinement, ça a diminué aussi. C'est-à-dire que cette solidarité n'a pas joué autant qu'en 2009. Oui, bien sûr. C'est ça, qu'en 2009, et ça a accentué encore cette difficulté chez les gens, puisqu'avec le confinement, les gens n'allaient pas. Il y a des réticences, il y a des peurs d'aller chez l'une, chez l'autre, ce n'était pas autorisé. Et là aussi, ça a augmenté encore la situation de précarité. Alors, bon, je ne parle même pas de la question des transports, Rose l'a développé, mais ça a été les gens coupés du monde, quoi, coupés de la moindre petite boutique, isolés de tout. Et même quand au départ, nous avons voulu donner, pour rendre les femmes autonomes, nous avons voulu leur donner 50 € à côté du panier, en disant, bon, les femmes sont quand même des adultes, ce sont des gens responsables, et elles ont d'autres petits besoins, des gros besoins qu'on ne sait pas, et elles pourront assurer. C'était même pas la peine. Il y en a une qui nous a dit carrément que ce n'est vraiment pas la peine de lui donner ces 50 €, parce qu'elle ne sait pas. Alors, elle ne sait pas se déplacer. Ce qu'il faut aussi dire, ça nous a permis aussi, dans cette question de panier solidaire, de voir la situation des mères elles-mêmes. Nous avons rencontré des mères avec des enfants et qui sont elles-mêmes en difficulté physique. Et c'est là que la question de la santé des femmes, Rose, tu pourras en dire un peu aussi, la question de la santé des femmes
Et là, il faut en parler. Et là, il faut faire une enquête. Là, il faut regarder les choses. Comment sont les femmes? Alors, bien entendu, on parle de l'obésité. Eh ben bon, eh ben, il y a l'obésité, eh ben, elle est là. Eh ben, il faut qu'on s'en occupe et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut, comment on peut aider ces femmes. Parce que nous avons eu des femmes bon, pas plus obèses que d'autres, mais enfin bon. Mais même celles qui ne sont pas obèses, il y en a une, je lui dis, mais si je vous donnais 50 euros, comme c'était le soir, Rose m'appelle pour aller porter un panier le soir. Je lui dis, mais je vous donne les 50 euros. Cette dame habite sur l'ancienne route de Chelcher. Elle me dit, mais madame, je ne peux pas rester debout devant le supermarché pour faire la queue. Je ne peux pas, c'est pas la peine, je ne veux pas de vos 50 euros. Si vous voulez, portez-moi le panier quand vous pouvez, mais je ne peux pas, c'est pas la peine. Et nous avons trouvé plusieurs femmes comme ça. Et ce matin encore, nous avons eu le témoignage, j'en parle là, j'ai mal au cœur, le témoignage d'une copine qui sort de Ducos, qui est allée voir une femme. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire ça, Rose, avant de partir, avant d'être en réunion. Et c'est toi qui nous a donné le contact. Tu nous as dit d'aller à Ducos voir cette femme. Elle a trouvé une femme épuisée, qui était déjà victime de violence. Hein. Mais bon, elle s'en est sortie, le SIAO l'a logée, enfin, elle est logée. Elle a trouvé une femme épuisée avec 3 enfants. Madame, il faut savoir que ça fait un moment que les femmes ont des enfants sur leur dos. Il faut savoir aussi que l'école, depuis janvier, est fermée dans notre pays. Il y a eu les grèves. Bon, bien entendu, bon, on ne va pas critiquer les grèves, on n'est pas contre les grèves. Mais les femmes ont les enfants depuis ce moment. Et pour parler un petit peu du coût de cette affaire, c'est qu'elles ont 3 repas à assurer. Ces femmes qui étaient déjà dans la précarité, dans la pauvreté, en travail informel, elles ont depuis janvier 3 repas à assurer matin, midi, soir. Alors que toutes ces femmes avaient la cantine gratuite par les mairies, par les CCAS. Et là, elles sont… et donc, et pour revenir à ça aussi, on ne peut pas dissocier la question de la pauvreté, de la question de la santé et de la question des transports. Et ça, ce sont des axes qui nous intéressent particulièrement dans l'association. Ces femmes qui sont toujours, comme dit Simone de Beauvoir, quand il y a une crise, eh bien, ce sont elles qui paient les pots cassés les premières. Ce sont elles qui paient la facture. Donc, la question de la santé, et Sylvie l'a vu ce matin, eh ben, c'est ça, c'est ce que nous avons vu. Et les ateliers dont Rose a parlé tout à l'heure, pour nous, ces ateliers seront mis à la disposition de ces femmes pour qu'elles puissent venir jeter leur sac, quoi, et qu'elles reprennent confiance, parce qu'on ne peut pas laisser ces femmes avec ça. Et c'est aussi une proposition que nous allons faire, qu'on nous donne les moyens d'ouvrir ces ateliers, mais aussi de faire garder les enfants. Parce que si ces femmes viennent dans les ateliers, pour qu'elles viennent dans les ateliers, il faut que les enfants soient gardés. Et nous n'avons pas dans nos budgets la possibilité de mettre en place la garde des enfants. Donc, on ne peut pas, et la santé, la pauvreté, la question des transports, la question du travail, ce sont des questions qui sont essentielles et puis là, Rose parlera de la question du logement, aussi sur la question des violences. Pour ajouter un peu sur la question de la santé, c'est peut-être que nous voyons les choses simplement et qu'elles sont peut-être plus compliquées pour les personnes qui sont en charge. Moi, on a eu 3 jours de suite des femmes qui appellent. Alors, c'est moi qui reçois les appels. Donc, on a eu 3 jours de suite des femmes qui appellent en disant « je suis diabétique », même 4 de suite, « je suis diabétique ». Et la dernière, celle qui m'a appelé hier, me dit qu'elle est diabétique. Donc, personne à risque. Hein. On a suffisamment dit pendant toutes les publicités, toutes les communications qu'il y a eu autour de cette maladie. Donc, on a dit que les personnes diabétiques étaient des personnes à risque. Je me dis, mais il doit y avoir un listing de ces personnes chez les médecins, à l'hôpital. Parce que la dame que j'ai eue hier, elle a peur de marcher à pied, puisqu'il n'y a pas de bus, parce qu'elle a une plaie sous le pied. J'ai dit, mais madame, faut faire attention avec votre plaie sous les pieds. Elle me dit, oui, mais l'argent que j'ai, je ne sais pas si c'est pour aller chez le podologue ou bien si c'est pour aller chez le médecin, je ne sais pas trop quoi faire, parce que j'ai une petite somme, mais c'est pour faire quoi. Donc moi, je me dis,
on a l'impression qu'on ne jette pas l'opprobre sur les associations et tout ça, mais on se dit, mais il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Il me semble qu'on a eu ces personnes-là, que ces personnes-là ont des médecins, qu'elles vont à l'hôpital, voilà. Et comment est-ce qu'elle peut être isolée avec une plaie au pied? Alors, je dis, c'est pas possible. Donc, il faut, c'est la question de la santé dont parlait Georges, et qu'on peut aussi relier à toutes ces femmes à ce moment-là. Nous, comme on va en parler aussi sur les femmes migrantes, mais les femmes migrantes et la santé, les femmes migrantes et le logement, les femmes migrantes. Non, on vous assure que pendant ce confinement, je pense qu'en France, c'est la même chose, mais nous, dans notre petit pays, là, vraiment, on a mis en lumière, et il y en a quand même qui ne veulent pas le voir, mais cette misère dans laquelle une partie importante de la population a été plongée brutalement. C'est affreux. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, ça va nous emmener peut-être à la question de la violence, mais hier soir, il y a eu quelque chose d'horrible qui s'est passé. Un monsieur qui a tenté de tuer sa femme, qui a blessé son fils, enfin bref, c'est horrible. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un pic qui n'est pas, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, ce drame-là n'est pas étonnant dans des circonstances dans lesquelles se passe le confinement. Oui. Donc, par rapport à la santé, par rapport à tous les problèmes, il y a effectivement la question du logement. C'est-à-dire que nous avons constaté que il y a deux phénomènes. Il y a le premier phénomène qui est des femmes qui veulent partir du logement, qui veulent finir avec les situations qu'elles vivent. Donc, nous avons un réseau qui permet à ces femmes d'être logées, d'avoir des logements d'urgence et tout ça en passant par le SIAO. C'est eux qui ont la plateforme logement, hein, c'est en faisant le 115. Donc, effectivement, ils ont un certain nombre de logements pour ces femmes qui sont victimes. Mais il y a des femmes qui décident pendant ce confinement qu'elles n'en peuvent plus et elles veulent être logées par leurs propres moyens dans un logement privé. Mais ça, ce n'est pas possible puisque tout est arrêté. Parce qu'elles ne veulent pas, et ce n'est pas toutes les femmes qui veulent aller dans les logements sociaux. Donc, ça, c'est impossible. Tout est arrêté, rien ne se passe, votre dossier est bloqué. Donc, voilà. Donc, elles sont dans cette attente-là. Et pas paradoxalement, mais ce sont des moments aussi pour les femmes où elles prennent des décisions et qu'il va falloir suivre après. J'ai pris la décision pendant ce confinement-là où j'ai vraiment vu qu'il était mon mari qui était vu, je prends la décision de partir, de divorcer, de partir. Et cette décision-là est prise, ça veut dire qu'après le confinement, il faut avoir les aider à toutes celles qui veulent de l'aide pour partir, pour divorcer, pour faire tout ça. Et quand on sait que la justice, le logement, tout ça est confiné aussi. Vous voyez, donc on a toutes ces problématiques-là se mélangent. Voilà. Mais au fait, toutes ces problématiques-là, enfin, elles ont quelque chose de commun qui est finalement, c'est une situation globale qui n'a pas été prise en compte, qu'on découvre, que les pouvoirs publics découvrent au fur et à mesure, parce que nous, associations, nous leur disons, non, mais il y a ce problème-là, quoi. Quand on interpelle certains pouvoirs publics, ils disent, ah oui, c'est vrai, il y a ce problème-là aussi. C'est vrai. Donc, c'est un peu tout ça qu'on... Sur la question des logements, on en a parlé beaucoup aussi, on a fait des propositions dans ce sens. Nous avons aussi proposé, et pas proposé, puisque ça existe, la loi existe, que les hommes, que ce soit les hommes qui quittent le foyer, quand les femmes sont prêtes à... On parle de violence. Ouais. Oui, de violence. Ah oui, c'était de violence. Non, vas-y. Mais le problème, c'est que le port qui est réservé aux hommes, aux auteurs de violence, eh ben, il était plein. Il n'y avait plus de place. Alors donc, il y a une vraie question parce qu'il y en a marre que ce soit les femmes qui laissent chez elles avec bagages, enfants et tout le reste. Donc là aussi, il y a une vraie question sur la question et Rose va continuer sur cette question, sur la question de faire sortir les hommes violents du foyer, sur l'application de la loi. Oui, mais c'est-à-dire que nous avons, en ce qui concerne les violences conjugales, on peut dire qu'en ce qui concerne notre association, tout au moins, nous avons trouvé un fonctionnement, nous avons un réseau, j'ai envie de dire, qui fonctionne. C'est-à-dire que lorsque les femmes nous appellent, qu'il s'agit de violences,
nous savons vers qui les diriger pour que rapidement on puisse mettre en place cette loi de protection qui se fait assez rapidement. Donc ça, on a ce réseau-là. Et ce qu'on cherche à appliquer effectivement le plus que possible, c'est justement l'éviction du conjoint violent. Donc, comme dit Georges, des fois c'est compliqué, mais il y a des fois aussi les femmes, elles disent, moi je ne veux plus voir cette maison, je veux partir, parce que la maison c'est trop de mauvais souvenirs, même j'en veux plus la voir et elles veulent partir. Mais c'est vrai que la question du logement pose problème, c'est-à-dire qu'on a aussi, je l'ai posé tout à l'heure, mais vous savez que les femmes, les personnes de l'immigration et qui n'ont pas de papier, n'ont pas droit au logement d'urgence. Ce qui fait que nous, on gère, elles appellent. Elles ont besoin de sortir de la rue, elles ont été mises dehors à la porte parce que il y a tellement que ça exacerbe tellement les situations, les relations sont tellement exacerbées pendant cette violence qu'il y a des gens qui se gênent pas, qui mettent les gens dans la rue, quoi. Je veux plus te voir chez moi. Moi, j'ai reçu, c'est un homme, en fait, je donne l'exemple, il y a une fille qui m'appelle, elle me dit, mon papa est assis sur le trottoir, dans les cages d'escalier, parce que de sa famille l'a fichu dehors. Comme ça, ouais, avec ses paquets, quoi. Donc, il y a des urgences, et les familles migrantes mises à la porte comme ça, eh bien, c'est un souci très, très important parce qu'on n'a pas toujours de réponse. Donc, encore ce matin, on était dans cet échange à chercher une réponse pour héberger une femme. Donc, ça aussi, on a alerté. Dans toutes nos réunions, nous alertons sur cette question-là. Mais comme dit Jean, je pense qu'il va falloir, au moment où on parle des confinements, c'est au moment où nous, on va dire, on va faire un bilan de cette situation et vraiment le porter haut et fort, ce bilan-là, pour qu'on sache que ça va encore durer longtemps, puisque ce n'est pas du jour au lendemain que la situation va revenir à la normale, et qu'il faut vraiment que toutes ces questions soient prises en compte par les hautes autorités du pays, ça c'est clair, quel qu'il soit. Donc ça, on a ce travail-là à faire de bilan, on peut le chiffrer, on peut le faire en qualitatif et en quantitatif, et il faut le faire. Même avec d'autres associations, comme je vous disais, partenaires. Je voulais juste revenir sur la question des femmes migrantes dont nous venons de parler. Là, c'est vraiment quelque chose sur laquelle il faut vraiment, vraiment se pencher. Parce que vous savez, nous avons une forte immigration d'Haïti, et particulièrement des femmes haïtiennes qui arrivent chez nous. Surtout après les 3 dernières années, là, on en a eu beaucoup, mais vraiment, ça a été multiplié par 3, 4, 5. Mais vraiment, c'est très important. Elles arrivent par le biais de la Dominique, ensuite elles arrivent ici par le prêcheur. Enfin bon, c'est tout un... Et si au début, les choses, quand elles étaient en petit nombre, les choses, on arrivait enfin, à plus ou moins avec l'association, la SOCA, à les accueillir, à les aider, mais là, ça devient impossible puisque il y a beaucoup de femmes. Alors, la première erreur, bon, et là, c'est encore plus difficile, quand elles arrivent, elles demandent elles viennent comme réfugiés politiques. Alors là, c'est mort, puisque Haïti n'est pas reconnu comme pays où on donne des papiers aux gens pour ça. Donc, c'est clair et net. Et même celles qui viennent, qui veulent avoir une régularisation, ne serait-ce que pour 2, 3 mois et 6 mois, imaginez-vous que la préfecture leur donne une régularisation, mais pour 6 mois, sans autorisation de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les envoie se prostituer, clair et net, avec 2 enfants. On les envoie faire quoi? Dans l'exploitation par d'autres personnes qui en profitent, qui les paient mal, vraiment. Et elles ont des jobs. Alors, ce sont toutes ces personnes aussi que nous avons retrouvées on a pas mal dans nos distributions de paniers. Mais il y a un vrai problème en ce qui concerne la question des femmes migrantes. Et nous demandons qu'il y ait une régularisation de toutes les femmes migrantes, de toutes les personnes migrantes qui sont arrivées avant le confinement. Ça, il faut le faire parce qu'on ne peut pas garder sur notre territoire des femmes
dans notre pays, des femmes dans des situations. Notre histoire ne nous l'autorise pas. L'histoire de la Martinique, l'histoire de la Caraïbe ne nous autorise pas à avoir cette attitude méprisante vis-à-vis de personnes qui sortent des pays de la Caraïbe. C'est insupportable. En plus, elles travaillent, elles bossent, et avec des enfants qui travaillent bien à l'école en plus. Donc, nous faisons tout pour que ces enfants soient inscrits à l'école et que la loi soit appliquée. Mais il y a et la préfecture de la Martinique fait partie une des préfectures les plus dures, hein, en ce qui concerne la question des personnes migrantes. Donc, on va vous faire parvenir d'ailleurs un livre blanc qu'on a écrit avec l'association Solidarité Caraïbe, qui s'appelle la SOCA, qui met en évidence toutes ces choses. Parce que là, c'est un véritable problème. Il faut le porter parce que ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible qu'on traite les personnes de cette façon. Puisque elles sont là avec leurs enfants, elles sont en face de nous, alors on fait quoi? On fait quoi avec elles? On les laisse pour les associations? Non, ce n'est pas ni humain, ni... enfin, je ne sais pas, moi. Et nous allons vraiment interpeller assez fort le préfet sur cette question-là, parce que c'est des gens, ce sont des êtres humains que l'on doit traiter avec des égards. Et elles sont là, elles sont arrivées. Bon, on doit les aider, on doit les accompagner. Alors, c'est un travail énorme pour nous, hein, vraiment. On ne pensait pas, et comme je vous dis, le nombre a beaucoup augmenté. Rose, il y a sur la question des logements aussi, on a, bon, bien entendu, alors, comme Rose le disait, on ne peut pas les loger, bien entendu, puisque, comme vous le savez, elles sont sans papier, le SIA ne permet pas de les loger. Mais malgré tout, on n'a pas non plus, on n'a pas de logement pour qui, comment je vais dire, de logement intermédiaire pour ces personnes-là. Il n'y a rien. C'est-à-dire, entre le logement du SIAEO et puis ces femmes qui sont elles logent 3-4 dans une même chambre. Et nous sommes allés livrer un panier à une de ces femmes qui logeait avec deux autres femmes et qui avait à côté d'elle un monsieur qui nous dit oui, je l'ai récupéré pour faire un peu de ménage. Alors, et avec des yeux, la dame avait les yeux terrorisés. Alors, vous voyez un petit peu tous les problèmes que ça pose aussi d'exploitation, de harcèlement sexuel, de viol et tout le reste. Et vraiment, et là, nous devons justement nous occuper, voir dans quelle situation est cette femme. Et là, il faut mettre tout ça sur la table, la situation de ces femmes. Hein? Donc, parce que c'est inadmissible. Et puis, c'est de la violence. Oui, tu voulais dire, Rose. Non, ce que je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des choses qui étaient cachées, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que peut-être que les maires, les élus sont au courant, mais enfin, comme ça ne se sait pas trop dans ma commune, on ne va pas en parler. Mais je pense que l'occasion est toute trouvée là pour que nous puissions en parler. C'est-à-dire tout ce dont on vous a déjà parlé, mais la situation de ces femmes-là aussi. C'est-à-dire que ce sont des femmes, alors on lutte contre la prostitution, mais en fait, en même temps, on ouvre la porte à la prostitution en faisant ces femmes-là qui arrivent. Alors, elles n'ont pas d'autre solution que d'aller chez un gentil monsieur qui leur propose l'hébergement contre des petites nettoyages de maison et tout ça, soi-disant. Nous avons échangé avec une travailleuse sociale qui effectivement travaille avec ces femmes-là, elle accompagne ces femmes-là, et vraiment c'est un réseau de mise en prostitution qui existe. Et ça, j'ai envie de dire que peut-être que certains préfèrent se fermer les yeux. Mais nous, il faut qu'on garde les yeux ouverts et surtout, il faut que ça se sache et qu'on ait des réponses pour ces femmes-là. Parce qu'elles se tournent vers les associations. Nous, on est une association, quand on a commencé, quand on a été, comme je disais, quand elle a rappelé le pourquoi nous existons, mais on n'avait pas pensé qu'on aurait eu à prendre en compte toutes ces problématiques-là. Ça fait beaucoup pour une petite association, avec que des bénévoles, on n'a pas de salariés, vous voyez. Donc là, volonté, on se démène pour trouver des sous, on se démène pour aller distribuer nous-mêmes des paniers, on se démène pour faire des courriers, on se démène pour faire tout ça. Et
On va arrêter de dire une petite association, Rose. On est une grande association. On est une grande. Une grande. Je dis, c'est On quand va arrêter. on est, Voilà. on est Non, une mais grande. On est une grande parce qu'on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de. On a surtout l'engagement et la foi dans ce que nous du faisons. militantisme, on a de l'engagement et pour ça, on est grand. Parce que si on n'avait pas ça, ce serait compliqué. Et puis, bon, le don de soi, non, mais on a quand on prépare les paniers pour les femmes, c'est vrai qu'on le fait avec beaucoup de bonheur. C'est lourd, hein, c'est très très lourd de faire 60 paniers. Là, samedi, j'appréhende ce samedi, mais quand on voit qu'il y a même un lycée qui veut venir nous aider, un lycée transport, donc voilà, c'est important. Mais nous le faisons avec foi parce que nous sommes des Caribéennes convaincues et nous disons et nous pensons aussi que le féminisme ne peut pas laisser à la marge des femmes, les classes sociales les plus défavorisées. Nous sommes dans un féminisme qui prend tout le monde en compte. Nous ne sommes pas un féminisme légaliste uniquement qui se bat pour l'égalité homme-femme, point barre. Ce n'est pas ça seulement notre féminisme. Nous sommes dans des dimensions où vraiment les femmes doivent jouir de cette société avec beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de bien-être et qu'on ne doit pas imaginer une seconde, et c'est ce qui se passe, que ces femmes soient dans des situations pareilles. Et c'est pour ça que nous sommes à côté de toutes les luttes sociales qui peuvent se passer. Et que nous sommes présentes le 1er mai. Vous regardez sur notre page Facebook, vous allez nous voir avec nos panneaux faits de toutes les façons. Et on a même une militante à côté de nous qui était là et qui… Voilà. Écoutez, bravo, c'est assez impressionnant. Merci. Vous avez réussi à tout brasser, puis, y compris les questions sur lesquelles j'aurais bien aimé avoir des précisions, vous les avez données. Sur à peu près tous les angles, la question de la crise alimentaire, de la crise économique avec le travail, et qu'il soit formel pour la revalorisation de tous ces métiers qui sont aujourd'hui aux avant-postes et qui sont essentiels à métiers informels, la question de la santé, l'accès à la santé, le logement, les femmes, l'éducation, ouais, c'est vraiment très, très complet. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas les migrantes, hein, Madame. Oui, c'était justement là-dessus que je voulais rebondir, mais vous avez donné tous les aspects sur cette question-là. D'autant que, en fait, moi, je suis un membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup depuis le mandat. On a encore réinterpellé avec mes collègues le ministre de l'Intérieur pour une régularisation notamment des travailleurs et travailleuses sans papier pour justement permettre un meilleur accès, etc. Et donc, ça rentre vraiment dans ce que vous disiez aussi. Et pareil sur les personnes prostituées, sur la nécessité d'avoir un soutien. On a interpellé la secrétaire d'État à l'égalité là-dessus, parce qu'on se rend compte que voilà, cette crise met en lumière les problèmes structurels. Et justement, c'est l'occasion, si on doit se saisir de cette occasion, d'y apporter pas juste une réponse à court terme, mais de fond, quoi, sur à la fois pas seulement le soutien aux associations comme les vôtres, mais un vrai soutien, parce que c'est important l'action citoyenne, mais elle ne peut pas se substituer à l'investissement public dans tous les secteurs d'infrastructure, de travail social. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez encore des points ou un mot à dire, à rajouter. Je voulais dire quelque chose et puis bon, ça m'est sorti de la tête. J'ai levé le doigt un moment et puis ça m'est sorti de la tête. Mais oui, donc oui, voilà. Ce que nous disons, c'est que, vous savez, nous sommes membres de la commission pour la sortie de la prostitution. Et nous avons environ alors 4 femmes. On a des fois 4 dossiers. Mais c'est inimaginable. J'y vais, moi, à cette commission. La réticence de la préfecture pour que ces femmes sortent, pour leur donner le sésame, quoi, et tout. Mais c'est incroyable. Pour nous, on a 4 dossiers là, on a dit, bon, avis favorable pour les 4. Des femmes qui ont été dans la prostitution, mais il y a une qui maintenant veulent s'en sortir. Eh ben non. Il y a toujours un hic, oui, mais est-ce qu'elle n'a pas dit ça exprès? Enfin,
toujours des quelque chose, suspicions, ouais. la suspicion, on ne les croit pas et Ouais. tout. Alors que bon, et ben voilà, on en sort des fois une. Mais là aussi, si vous pouvez agir, il faut arrêter avec ça. Et on en sort révolté. Lavinia et moi qui sommes dans la commission, Lavinia c'est le nid, mais on sort de là complètement folle de colère, quoi, parce que ce n'est pas normal. Et là aussi, il faut de l'ouverture, il faut de l'humanité, il faut de la compréhension. Et je peux vous dire que la Martinique est loin d'être envahie par l'immigration. On est absolument loin du chiffre plateau, là, mais absolument loin. Et ces personnes ont toute leur place dans notre pays. Ce n'est pas 4 femmes qui demandent une régularisation qui va mettre en l'air tout le chômage, qui va provoquer, enfin, c'est n'importe quoi. Donc là aussi, dans ces commissions, les gens sont trop durs, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas une prise en compte véritable de l'humain et de la volonté de ces femmes de s'en sortir. C'est ça, on ne les croit pas, il n'y a pas la volonté de croire. La volonté, on ne croit pas à cette volonté de sortir. Et puis, bien entendu, alors ce que nous disons aussi, on a vu la question de la garde des enfants. Là aussi, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a pas, par exemple, dans Fort-de-France, il n'y a pas de halte garderie. Il n'y a pas une seule halte garderie au centre-ville, ce qui existait. Alors là, maintenant, pour nos ateliers, bon, ben, on ne sait pas comment on va se débrouiller. C'est extrêmement difficile. Et rappeler que les femmes, elles sont depuis le mois de janvier dans ces situations et que, bon, ben, elles sont épuisées. Elles sont épuisées, Madame Obono. Elles sont épuisées, vraiment. Et la femme que nous avons vue ce matin, ben, c'est le modèle, quoi. C'est l'exemple même. Voilà, nous vous remercions. Enfin, moi, je vous remercie de nous avoir fait confiance, de nous avoir permis de dire tout ça. Et on compte sur vous. Merci. Merci à vous, Madame Bonheur. Merci d'être la porte-parole de ce que la Martinique vit avec le confinement et de la situation des femmes. Je pense que, alors, je ne sais pas si vous avez un axe spécifique. Ah oui, il y a quelque chose femmes, mais je pense que ça nécessite effectivement, c'est vrai que quand on parle des femmes, on parle d'enquête, c'est important, il faut qu'on en parle, parce que je vais vous donner l'exemple ce matin. Donc, je pense que nous avons, par exemple, un réseau qui fonctionne. On s'est déjà rencontré 2 fois, 3 fois le confinement par rapport aux violences, mais toutes ces questions de la pauvreté de nos enfants, non, je pense que ça nécessite un axe prioritaire par rapport à ça. Oui, juste quelque chose qu'on a oublié d'ajouter, c'est sur la question des transports, parce que nous avions une proposition, je suis bavarde, vous m'excusez, mais je profite sur la question des transports, parce que ce ne sera pas réglé. Et la question des transports, les femmes en précarité, c'est toute l'année, c'est tout le temps qu'elles paient les pots cassés. Mais là, nous disons, pourquoi pas donner à ces femmes la possibilité de prendre des taxis de course et qu'il y ait un bas prix qui sera négocié avec soit l'État, soit la CTM qui a la charge des transports, et pour que ces femmes aient l'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, vous avez la possibilité de prendre un taxi avec 4 personnes pour pouvoir, ou 2 personnes, pour pouvoir aller faire des courses. Il faut une solution. On ne peut pas laisser des gens assignés à résidence. Ce n'est pas possible. Et ça, il y a des taxis qui ont besoin de travailler et des familles à côté qui ont besoin de se déplacer. Ah ben, il faut voir les choses et il faut trouver une solution. Et mettre en connexion ces gens avec des prix spéciaux, moi, je crois que c'est possible, prise en charge par les fonds publics. Ça, on avait oublié d'en parler. Vous nous excusez, on est un petit peu décousu. Non, mais voilà. C'est très bien. En fait. C'est tellement à dire. Tous les thèmes ont été abordés. Merci beaucoup, vraiment, Voilà. de vos témoignages, de votre expérience, de vos propositions. On va s'efforcer de les relayer, d'interpeller, et il y a vraiment de la matière, en fait, pour les prochaines semaines, mais pour nous, notre travail parlementaire, c'est vraiment à partir de ça qui se construit et qu'on construit nos propositions. Donc, je vous remercie. Je pense qu'on aura l'occasion et on va vous envoyer maintenant qu'on voilà, je vais vous demander vidéos, voilà, toutes vos propositions.
Puisque, comme je disais, moi, je suis à la commission des lois, donc sur les questions égalité, femmes-hommes, mais aussi lutte contre les discriminations, sur les questions protection de l'enfance, sur les questions d'un accueil digne pour les personnes migrantes. Donc, c'est vraiment des champs. Et comme vous le disiez, c'est un travail de long terme, en fait. Ce qu'on n'a pas fait avant, de toute façon, on en voit les conséquences aujourd'hui. Et donc, il faut maintenant faire en sorte de renforcer voilà, tout ce qui fait société et tout ce qui fait l'épanouissement et l'émancipation des personnes et de la société. Donc, je vous envoie encore une fois. Je vous envoie le livre blanc que oui, nous voilà. avons pour la question des violences, parce qu'il y a des éléments qui ont été traduits en texte de loi et d'autres pas. Et puis, Georges, le livre blanc sur la migration, enfin, sur les personnes migrantes. Ouais, on est en train. Vous avez mes coordonnées et puis on verra à la fois le rapport qu'on va faire sur la question de la commission d'enquête, le lien de l'audition et on se permettra, moi et mon équipe, de vous recontacter ainsi que ceux de mon collègue Sylvain Bernalicis qui est à la commission des lois avec moi et Jean Gradnon également avec qui je suis à la délégation Outre-mer. Donc voilà, ça fait plusieurs axes de travail dans les semaines et les mois à venir. Merci à vous. Merci. Bon courage, beaucoup de bonne continuation, beaucoup de force et de courage à vous et transmettez voilà, tout le soutien à toutes les personnes que vous rencontrez et que vous aidez. On essaye de relayer ça et de faire entendre tout ça ici à Paris, à l'Assemblée nationale. Ok, d'accord. Bonne journée. Attendez, Madame Obono, ne partez pas, je fais une photo. Revenez à l'écran. Elle est là. Elle est toujours là. J'ai fait la photo. Ah, ça fait.